Bonsoir à tous. Je me présente, Didier Prota. Je suis entrepreneur et marin et maire et membre de Mare Angel depuis 2 ans. Je vais avoir le plaisir d'animer ce webinaire avec vous tous. Vous êtes très nombreux ce soir. Malheureusement, on ne peut pas, comme les années précédentes, vous accueillir sous les voûtes du Palais des Congrès de la Porte de Versailles, mais néanmoins, vous êtes très nombreux. On a été obligé d'upgrader notre abonnement pour webinar puisque plus de 100 personnes se sont inscrites pour ce soir. Donc, je suis très heureux de vous accueillir pour fêter les 3 ans de Mare Angel et célébrer son anniversaire. Qui sommes-nous, Mare Angel? Mare Angel, c'est une communauté aujourd'hui d'entrepreneurs et d'investisseurs qui ont comme volonté de construire l'économie bleue, de mettre au centre et de trouver les sociétés qui sont l'innovation du monde maritime. Mare Angel, c'est 46 membres, mais c'est surtout aussi un réseau très nombreux de partenaires qui font la force et la spécificité de Mare Angel. Aujourd'hui, je peux citer 2 partenaires, peut-être un partenaire métier qui est le cluster maritime français. Aujourd'hui, pour ceux qui ne connaissent pas très bien le cluster est une association qui regroupe tous les métiers du monde maritime, le shipping, la construction navale, la pêche, mais aussi l'énergie éolienne. Deuxième partenaire qu'il est absolument évident et clé de présenter, c'est BNP Paribas Banque Privée qui nous accompagne depuis la fondation et la réalisation de Mare Angel. Donc Mare Angel, c'est un club d'investisseurs et d'entrepreneurs qui est une somme d'expertise pour pouvoir accueillir et accompagner les startups que nous retenons. L'élément clé de ce club, c'est bien sûr la passion de la mer. Qu'avons-nous fait pendant ces 3 premières années? À ce jour, nous avons reçu plus de 200 dossiers qui ont été traités par l'organisation encore jeune de Mare Angel pour arriver à sélectionner 50 startups qui sont venues pitcher à nos réunions trimestrielles. Et à partir de ces pitchs, nous avons investi, les membres de Mare Angel et de façon co-investie, il y avait aussi d'autres business angels dans 16 sociétés. Au niveau de ces sociétés, nous investissons essentiellement dans la phase d'amorçage et donc très souvent au démarrage des sociétés.
Pour illustrer mon propos et pour essayer de découvrir déjà des premières sociétés dans lesquelles nous avons investi, je prendrai comme premier exemple Phoenix, qui est une société industrielle complètement en rupture par rapport au monde industriel dans lequel elle évolue, puisque cette société a inventé le premier bateau à moteur à nageoire, c'est-à-dire qu'elle a une propulsion avec des membranes. C'est un investissement très important et surtout qu'on a fait très tôt, puisque le prototype n'était pas encore sorti quand nous sommes rentrés au sein de cette structure. Elle a depuis lors fait d'autres levées de fonds. Le deuxième exemple que je prends pour imager les sociétés dans lesquelles nous investissions, c'est Scatry, qui, elle, au contraire, est directement orientée dans le monde de l'économie classique et traditionnelle, puisque c'est pour le monde de la pêche. Et cette société a inventé des balises immergées qui permettent aux pêcheurs de ne pas avoir d'éléments sur l'eau pour identifier leur filet. Seuls eux peuvent retrouver leur outil de pêche en faisant apparaître les balises qui sont immergées pendant le temps de pêche. Voici par exemple deux sociétés dans lesquelles nous avons investi. Voilà les éléments qu'on voulait vous présenter sur ces 3 années de Mare Angel. Je vais maintenant vous structurer la soirée. Donc, il va y avoir 3 temps forts. Bien sûr, notre ami Yves Le Blévec, qui arrive très vite dans cette soirée. Deuxième temps, c'est le bilan de l'année 2020 et aussi vous présenter les sociétés dans lesquelles nous avons investi. Et on vous présentera aussi une société en recherche de capitaux. Et troisième temps fort de cette soirée, Madame la ministre, Madame Annick Girardin, s'entretiendra avec Pierre-Emmanuel Aubert. Donc maintenant, je vais introduire très vite Yves Le Blévec. Mais avant, une superbe vidéo de son bateau. Yves, avant de te laisser la parole, je vais t'introduire sur les images de ce superbe bateau. Donc, qui est Yves? Yves, c'est un homme volontaire. Sa première qualité, c'est bien celle-ci. Il a décidé en 1986 de vivre avec et pour la mer et de s'installer à la Trinité, qui est maintenant son port d'attache. La course au large, sa passion, il la découvre en 2001 en s'engageant sur le programme Mini. Et dès cette époque, pour boucler son budget de course, il rencontre Actual, qui va rester 18 ans son partenaire dans toute son aventure de la mer. Deux éléments clés vont aussi forger son tempérament de coureur au large. Il fait deux trophées Jules Verne en 2002 et 2005 avec Bruno Perron et ils vont les 2 fois battre le record. Donc Yves connaît les mers du Sud et il pourra nous en parler tout à l'heure quand il va commenter le Vendée Globe et peut-être aussi le trophée Jules Verne qui a été lancé par un ultime, un de ces bateaux qui court avec lui et qui s'est lancé depuis quelques jours. Deux victoires significatives
d'Yves dans la course au large. La première en 2007, il arrive premier à la Mini Transat en solo. La seconde, en multi, il arrive premier avec Samuel Manuard sur la Transat Jacques Vabre et qui le fait réellement rentrer dans la course au large sur les multis. Depuis lors, il court essentiellement sur des multicoques et des magnifiques trimarans, sur des programmes nombreux en compétition. Et il pourra nous parler puisqu'il a acquis un magnifique ultime en août dernier, le programme qu'il va avoir pour les 3 prochaines années. Yves, voilà, si tu veux compléter ce portrait rapide de toi, je te laisse la parole avant de te poser les premières questions. Oui, merci de cette présentation plutôt flatteuse. Effectivement, quand tu reprends notamment la période 2001, quand je vois là aujourd'hui des startups qui lèvent des fonds, en fait, je pense que j'étais dans la même situation. Hein. Moi, j'avais un projet, même si c'était sur la base d'un projet sportif, c'était avant tout un projet professionnel. Et en plus de préparer mon bateau et préparer ma course, j'ai poussé des portes nombreuses pour essayer de lever des fonds pour pouvoir boucler mon budget ou en tout cas faire en sorte que l'aventure dans laquelle je me lançais allait se faire différemment que sur la base d'un endettement personnel. Donc ça a été plutôt réussi dans la mesure où j'ai rencontré à ce moment-là les dirigeants de Actual, qui est une entreprise de travail temporaire, qui était une petite entreprise régionale à l'époque. Et aujourd'hui, c'est le groupe Actual associé avec le groupe Leader qui fait le même métier. C'est un des premiers réseaux du travail temporaire en France et c'est plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. Donc, le côté heureux dans ma démarche, c'est que dans les 20 dernières années, moi, j'ai continué ce métier-là et mon partenaire principal s'est considérablement développé, j'espère un peu grâce à moi. Vous avez pu grandir ensemble. Et on a grandi ensemble et les projets qu'on mène ensemble sont de plus en plus ambitieux. Donc, dans ce sens-là, on est dans une histoire qui fonctionne bien. Ok, merci. La première question qu'on souhaitait te poser, notre activité économique a connu vraiment une situation inédite cette année avec un arrêt brutal. Et on voulait que tu puisses nous faire le parallèle, sachant qu'on voulait savoir comment on réagit face à une fortune de mer et comment on surmonte une situation en pleine tempête. Ouais, alors, dans la vie d'un coureur au large, et c'est le cas par exemple aujourd'hui de tous les marins, hommes et femmes qui font le Vendée Globe aujourd'hui, par exemple, faut vraiment imaginer qu'à partir du moment où le départ est donné, on rentre dans une phase dans un espace d'inconnu, ou en tout cas, même si on a essayé de préparer au maximum toutes les éventualités, il y en aura toujours qui vont arriver qui n'étaient pas sur le plan. Et il y en a beaucoup. Et alors, tout le jeu consiste, et puis alors c'est très facile à identifier, à imaginer lorsqu'on est en solitaire sur un bateau, donc en autonomie totale, dans un huis clos complet, à moins d'avoir une avarie radicale, telle qu'on a pu voir un dématage ou un bateau qui se casse en deux, choses comme ça. Dans ces cas-là, l'abandon, il est évident. Toutes les petites avaries qu'on va rencontrer au quotidien, la vraie limite, ça va être notre manque d'imagination. Ça va être notre incapacité à s'adapter à la nouvelle situation. Et le coureur à bord de son bateau, le bateau, on est ça doit être un bateau à voile, on est dans un vrai sport mécanique avec une interface technique très importante. Le gros du travail, ça va être d'adapter l'homme et la machine, d'adapter l'environnement
aux situations qui arrivent qui sont indépendantes de notre volonté. Et il faut savoir, et c'est la règle, et puis je ne suis pas le seul à le dire, hein, mais globalement, sur un projet tel que traverser l'Atlantique en solitaire ou faire un tour du monde en solitaire, enfin en course avec un engagement assez important, on peut considérer qu'il arrive, il arrive une galère par jour, la galère du jour. Hein. C'est-à-dire que tous les jours, il se passe quelque chose qui n'était pas prévu au plan. Toute la qualité de notre préparation, et c'est là qu'on retrouve les premiers à l'arrivée à chaque fois, c'est pas ceux qui n'auront pas de problème, parce que tout le monde a des problèmes, c'est ceux qui auront le mieux réagi et qui auront le mieux géré les différents problèmes qui, à coup sûr, vont survenir. Alors pour ça, on a il y a trois façons d'aborder les choses. Hein. Quand il arrive un problème, c'est est-ce que la pièce qui est cassée en question, est-ce que je peux la remplacer? Auquel cas, ça veut dire que j'aurais prévu du matériel de remplacement, ce qui est rarement le cas. En tout cas, on n'a pas un bateau en double. Est-ce que je peux la réparer? Ça suppose d'avoir une caisse à outils conséquente. Ou bien, est-ce que je peux m'en passer? C'est-à-dire, je la retire du dispositif et je remonte l'ensemble sur un mode qui va être probablement dégradé, mais que je vais pouvoir utiliser quand même. Et en fait, pour toutes les difficultés qu'on peut rencontrer et qui vont arriver, on essaye d'avoir cette stratégie-là pour tout. Et en fait, ce qui marche sur l'eau, sur un bateau en solitaire, on s'aperçoit que ça peut très bien marcher dans des tas d'autres configurations, et notamment à terre, et notamment dans la vie d'un projet. C'est ça. Donc, ce qu'il faut, c'est pouvoir basculer rapidement d'une situation où tout va bien à une situation et changer de paradigme et peut-être de changer de stratégie où dans un premier temps, l'objectif, c'était de faire tourner et avancer la machine le plus vite possible à une stratégie où il faut trouver le bon mode de survie. C'est exactement ça, avec un paramètre, c'est lorsqu'il arrive, il y a une constante aussi qui est importante et puis qui se voit à l'arrivée et à la fin, c'est lorsqu'on a une difficulté qui survient, c'est d'être en mesure d'abaisser le niveau pas de sécurité, mais niveau de priorité, c'est-à-dire de mettre en avant la sécurité du marin en premier, puis du projet de manière générale, pour à tout prix éviter le suraccident. Parce que c'est souvent ça, en fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on a un problème qui n'est pas normal, qui est juste contrariant, on va dire, mais qui arrive, la mauvaise réaction à avoir serait de vouloir continuer à tout prix sur le plan qu'on s'est fixé, de ne pas en tenir compte, en disant que ça va le faire, en gros, hein, et de se retrouver confronté à ce problème-là lorsqu'il aura réellement des conséquences bien plus importantes. Donc, ce qui est vraiment important, c'est de pouvoir identifier le début d'un problème pour intervenir tout de suite dessus et pouvoir faire en sorte que ça ralentisse le moins possible. Et lorsque les problèmes sont plus importants, c'est aussi de pouvoir se mettre en sécurité, mettre le bateau en sécurité pour intervenir de façon la plus efficace possible et pour pouvoir repartir ensuite. C'est des décisions qui, sur le coup, sont parfois difficiles à prendre, mais qui, à l'échelle d'une course, et plus la course est longue, finissent par porter leurs fruits, parce que c'est à l'arrivée qu'on fait le classement, hein. C'est pas au premier quart ni à la moitié. Et donc, tu as commencé ton intervention en parlant de ta démarche entrepreneur. Est-ce que maintenant, tu peux aussi nous développer plus complètement, puisque tu n'es plus une start-up maintenant, tu as réellement une entreprise, une vraie entreprise pour mener à bien toute la team d'actual leaders vainqueurs, je l'espère, dans de nombreuses prochaines courses. À ce jour, quel est ton pilotage de la team pour, par exemple, gagner
un des objectifs que tu t'es donné, qui est la route de Rome 2022. Ouais, alors en fait, aujourd'hui, on navigue sur des bateaux qui sont des machines à la fois techniques, complexes, pointues. Là, demain, hein, pas plus tard que demain, on va à Lorient signer avec Samuel Tual, là, qui est le président d'Actual, qu'on voit sur la photo là, et le représentant de Massif. On va signer comment dire, l'acte de vente de l'acte d'achat en ce qui nous concerne, donc de Massif, de l'ancien Massif, qui va devenir le nouvel Actual Leader. Et avec ce bateau-là, on aura à notre disposition un ultime totalement abouti et capable de rivaliser avec les bateaux plus récents en termes de performance. On est sur les dernières innovations en matière de bateaux volants. Et pour mener ce bateau-là, il faut un équipage, bien entendu, ou à minima un skipper lorsqu'on est en solitaire, et surtout toute une équipe derrière. Aujourd'hui, dans le team actuel, on est 15 personnes à peu près. À l'année, on est 15 personnes. On a un groupe de permanents d'une douzaine de CDI. Donc, ça représente, on imagine bien, hein, la gestion d'un groupe comme ça, ça représente une dimension humaine, une dimension RH, une dimension technique, une dimension sportive évidente, des choix techniques, des arbitrages. Il y a toute une communication qui va autour. Enfin, aujourd'hui, mon métier, il est de, évidemment, faire marcher un bateau à voile le plus vite possible. Ça, c'est le cœur de mon métier. Mais pour y arriver, c'est aussi une compétence de gestion de projet pour que vis-à-vis de Actual, qui est mon client, hein, pour qui je travaille directement, que je puisse atteindre ensemble les objectifs, enfin atteindre moi les objectifs qu'on s'est fixés ensemble, et tout ça dans le respect du cadre budgétaire, parce qu'il y en a quand même un qu'on s'est fixé ensemble aussi. Donc mon travail aujourd'hui, il est, je dirais que la dimension sportive ne prend pas 100% de mon temps, et que la dimension gestion de projet prend beaucoup de temps. Tu es un vrai skipper et entrepreneur. Absolument, oui. Voilà. Avant de passer pour tes conseils éclairés sur le Vendée Globe, je crois que tu as un projet sur la Trinité. Tu vas redevenir peut-être jeune entrepreneur et lancer une start-up. Tu peux nous dire 2 mots de ce projet? Tout à fait, ouais. Écoute, en fait, la seule chose qu'on n'avait pas jusqu'à présent, c'était la domiciliation de notre entreprise. C'est-à-dire que moi-même, j'ai une entreprise, une société qui gère une partie du projet Team Actual, enfin, qui gère toute la partie logistique et qui gère toute la partie outils de travail. C'est-à-dire que aujourd'hui, Actual est propriétaire et armateur du bateau. C'est lui qui prend en charge les gros postes de frais de fonctionnement du bateau. Mais toute la partie quotidien et la partie outils de travail, ça va des caisses à outils, des containers, de tout ce dont on a besoin pour travailler. C'est ma société qui le gère. Et là, je viens de faire l'acquisition à la Trinité-sur-Mer d'un terrain dans une zone artisanale à proximité du port pour justement pouvoir domicilier cette activité que je faisais dans un endroit qui était loué jusqu'à présent, et qu'aujourd'hui, je viens d'acquérir avec Sandrine, ma compagne, qui est aussi directement impliquée dans le team. Elle en assure la direction administrative et logistique. Donc voilà, on s'est investi aussi personnellement dans l'affaire pour pouvoir domicilier l'activité et d'avoir, avec ma petite entreprise, en fait, toutes les cartes en main pour pouvoir aussi porter d'autres projets que celui actuel à terme. Voilà. Bonne chance pour aussi cette nouvelle activité. Donc, on va demander, donc si tu peux mettre à profit toutes tes compétences et ton expertise pour nous donner quelques analyses du Vendée Globe actuel, on va
te mettre, je pense que tu dois voir la carte du Vendée Globe sur l'écran Ouais, avec les courants de vent. ouais, c'est Et pas mal si on peut mettre les vents. Je sais pas qui est les vents, à la manœuvre. Voilà, super. C'est là, ouais. voilà. Là. Et du coup, bah, c'est vraiment intéressant à suivre. Alors, il y a 2 façons de suivre et puis l'un n'empêche pas l'autre. Il y a évidemment d'être un peu accro de la carto, c'est-à-dire toutes les 4 heures de regarder de nouveaux pointages, hein. Je pense que là, qu'il est bientôt 18 heures, on va avoir un nouveau pointage. Et puis il y a aussi un truc qui marche très, très bien, qui est Virtual Regatta, qui est vraiment, un jeu, voilà, c'est là, hein. Et alors pour ceux qui ont, je pense qu'il y en a pas mal là, parmi les gens qui nous suivent, je pense que c'est vraiment une très, très belle façon de comprendre les enjeux de la course au large, avec quand même alors autant Virtual Regatta est très juste dans le, comment dire, dans le suivi de la course et dans les choix de trajectoire. Et là où il est pas comparable avec la vraie vie de ce que rencontrent les marins, c'est que les bateaux de Virtual Regatta vont toujours à 100% de leur potentiel. Et donc, ça simplifie quand même considérablement les choix. Et ce qu'on peut voir justement dans la trajectoire des marins qui sont dans la vraie vie, c'est que tout endroit là où il y a le groupe des 10 premiers bateaux, c'est un endroit où il y a à peu près, alors quand on regarde sur les cartes météo qui sont disponibles sur Internet, hein, notamment Windy, qui est un bel outil, on voit qu'il y a à peu près entre 5 et 6 mètres de hauteur de vague, ce qui est considérable. Et en fait, on voit que les bateaux, eh ben, ils vont pas du tout aux vitesses théoriques qu'on pourrait attendre de leur part, parce que tout simplement l'état de la mer, depuis quelques jours maintenant, hein, ça fait depuis une semaine à peu près qu'ils sont dans le dur, là, dans la mer formée. Eh bien, les skippers peuvent pas exploiter les vitesses et ils doivent marcher grosso modo, je dirais entre 70-80% du potentiel de vitesse du bateau. Et c'est la raison pour laquelle les bateaux foilers qui étaient donnés grands favoris au départ, c'est-à-dire qu'avec un potentiel de vitesse très important, bien supérieur, en 4 ans de temps, les monocoques IMOCA ont fait des progrès considérables avec les foils. En fait, on voit que dans les conditions dans lesquelles ils naviguent aujourd'hui, eh bien, même s'ils sont devant, c'est pas du tout la déculottée qu'on aurait, sur laquelle on aurait pu parier au départ. Et on voit que bah, dans le classement, hein, en numéro 5, il y a Benjamin Dutreux sur Omia, qui a un bateau, il a un bateau qui date de 2000, je dirais, c'est l'ancien BT, ça date de 2008-2009, donc c'est un bateau qui a 12 ans. Jean Le Cam, c'est pareil, c'est un bateau qui est à peu près de la même génération. Donc, c'est des bateaux qui, sur le papier, groupe Apicil, c'est pareil, c'est un bateau qui est d'une génération bien antérieure. Et en fait, qui sont dans le match. Qui sont dans le match parce que ils arrivent à avancer. Eux, ils vont peut-être exploiter 80 ou 90% de leur potentiel. Ce qui fait que, au bout du compte, ben, on voit en fait une flotte beaucoup plus groupée que ce qu'on avait imaginé au départ. Et ça montre bien que comment ce qui va faire aller vite un bateau, c'est d'une part le potentiel de vitesse du bateau, mais surtout la capacité à exploiter le potentiel, et notamment l'état de la mer, qui est vraiment un paramètre qu'on maîtrise très peu. Et on sait que dans cette zone-là d'océan Indien, hein, si on peut dézoomer un peu la carte, en fait, la zone d'océan Indien, on voit, il y a des vents qui sont plutôt forts et qui changent de direction très régulièrement. On voit là juste en avant du bateau de Charlie? Charlie Dalin, de Apivia, on voit que là, il vient de prendre plus de 90 degrés de rotation de vent. Il faut imaginer que même si le vent tourne assez brutalement, les vagues, elles, ne tournent pas aussi rapidement que ça. C'est qu'on va se retrouver, le marin va se retrouver non pas dans de la mer forte, et en plus dans de la mer croisée, c'est-à-dire que
il y a la mémoire enfin la mer garde la mémoire de l'ancien vent et plus poussé par le nouveau vent, donc on se retrouve avec des conditions de mer vraiment très compliquées à gérer. Et ça fait que on est dans des voilà, chaque concurrent, on sent bien est obligé de composer avec Avec cette la situation-là. situation locale. Et alors, pour finir sur cette explication du Vendée Globe, est-ce que est-ce que les foils vont aider les bateaux dans la remontée de l'Atlantique pour une fois passé le Horn? Alors, probablement que quand les conditions vont être plus clémentes avec une mer moins agitée, ce qui n'est pas le cas là pour les prochains jours pour eux, mais globalement, jusqu'au Cap Horn, on se retrouve dans des grosses mers. Et on peut imaginer qu'à la remontée entre le Cap Horn et les Sables d'Olonne, où il y a quand même 7000 milles, hein, ça fait 3 routes du Rhum, hein, mises bout à bout, on peut imaginer que dans des conditions plus clémentes en termes de mer, les foilers vont pouvoir tirer leur épingle du jeu, ce qui serait la logique des choses. Mais en tout cas, la bonne surprise, bien peu auraient parié sur la présence de bateaux conventionnels de 12 ans d'âge à ce stade de classement, à ce stade de la course, à ce Ouais. classement au stade de la course. Oui, oui. Le roi Jean a bien défendu les couleurs des bateaux et va encore pouvoir nous montrer ce qu'on sait faire avec des bateaux parfaitement équipés, mais encore sans foil. Oui, tout à fait. Ouais. En tout cas, c'est passionnant à suivre. Et même derrière, si on peut défiler juste tout petit peu la carte sur la queue de la flotte, parce qu'il n'y a pas que les premiers, hein, Oui, bien et sûr. les derniers également, on voit il y a des trajectoires qui sont vraiment intéressantes. Il y a comment dire, des groupes qui sont formés parce qu'il y a des zones. Les systèmes météo accompagnent les concurrents et celui qui lâche le système météo, bah, il perd. C'est un peu comme on rate un train, il faut attendre le suivant. Et on voit bien qu'il y a un groupe de bateaux là qui a passé Bonne Espérance et puis il y a tout un groupe derrière qui n'y est pas. Et même dans celui qui a passé le cap de Bonne Espérance, on voit qu'il y en a un qui a réussi à s'échapper en restant en plein sud, alors que les autres ont été obligés de passer au nord de la dépression qu'on voit là, parce qu'il n'était pas question de se retrouver face au vent dans le sud de la dépression. Donc ils ont été obligés de remonter pendant quasiment 24 heures plein nord pour passer sur le côté sud de la dépression. Oui, Donc il y oui. a, Là, on voit que Armel Tripon s'est échappé de ce groupe-là. ouais, il est le seul du groupe à avoir réussi à passer parce qu'il a un bateau aussi potentiellement plus rapide. Parce que lui, il a été obligé de s'arrêter. Enfin, il a eu des problèmes au début de course et le temps de réparation qu'il a eu, bah, ça lui a fait perdre le contact avec les premiers de la course. Donc là, il est en mode rattrapage et il va probablement bientôt arriver dans le groupe de test, dans le groupe de tête. Super. Merci beaucoup, Yves. Alors, je sais que tu restes avec nous et tu pourras peut-être répondre à quelques questions à la fin de notre webinaire. Oui, tout à fait. Et de toute façon, bonne chance pour le budget et le programme de actuel Leader Team. Merci. Merci. Donc, nous allons revenir sur le cœur de notre webinaire, c'est de pouvoir faire le point sur l'activité de Merangel en 2020. Et je vais laisser la parole maintenant à Benoît Jeannot, qui est le délégué général de Merangel. Bonsoir, je suis donc Benoît Jeannot, en charge de l'organisation de Merangels. Et donc, suite à ce bel exposé d'Yves, on va rebalayer l'année 2020 avec principalement ces grandes étapes. L'ADN et l'attractivité de Merangels, c'est principalement la mise en relation des startups avec des membres investisseurs et vice-versa. Pour faire cette mise en œuvre, nous avons
en relation, pardon, nous avons des partenaires comme BNP Paribas, le cluster maritime, le GICAN, BPI France, les pôles mer et bien sûr le bureau Mer Angels. Avec nos partenaires, nous organisons donc des événements et nous avons pu faire un sondage. Lors de ces événements, qui sont l'Euro maritime à Marseille, Mer XXL à Nantes, le Salon nautique bien évidemment l'année dernière, nous avons donc pu exposer, recevoir du monde et donner de la visibilité. Le sondage nous a permis d'en sortir une pyramide de choix, ce qui permet de mieux cibler encore la sélection des premières sociétés à présenter aux entrepreneurs investisseurs et aussi d'en sortir une sorte de moteur de recherche pour mieux comprendre et connaître les compétences de chaque membre. Sur les secteurs d'activité, vous l'aurez compris, c'est tout ce qui touche à l'eau, donc tous les océans, et on ne s'interdit pas de remonter le long des fleuves et des rivières pour voir ce qui s'y passe, et le vecteur reste l'eau. Sur 2020, on a pu augmenter le nombre de membres et passer de récupérer 7 nouveaux membres, ce qui est plutôt parfait, et d'organiser aussi de façon bimensuelle ou trimestrielle des séances de pitch qui permettent, par le biais des instructions, d'étudier la société et d'aller jusqu'aux investissements. En parlant des sociétés investies sur 2020, 5 sociétés viennent gonfler le portefeuille de sociétés investies. Donc, on retrouve Falco, société rencontrée lors du Salon nautique. Entre parenthèses, le Salon nautique l'année dernière nous a permis de rencontrer 6 personnes, dont 6 sociétés qui se sont transformées en 2 demandes de pitch et un investissement. Donc c'était plutôt pas mal. Et l'investissement est donc la société Falco. Falco, qu'est-ce que c'est? C'est l'œil qui surveille votre bateau lorsque vous n'êtes pas à proximité. On a aussi Phoenix, évoqué tout à l'heure, qui est une société qui conçoit et développe la propulsion par membrane. Cellcloud, c'est la société investie entre autres par Mer Angels, qui est le tracking de vos exploits sur l'eau en solo ou en flotte. Boat, c'est une société qui a déjà été investie, qui est passée à une deuxième augmentation de capital cette année. C'est le convoyage par des skippers pro. C'est la grosse différence avec ce qui existe. Et Cobratex, aussi société qui est en deuxième tour de financement, qui produit de la fibre de bambou pour le moulage de coques et autres pièces structures composites. Sur 2020, Mer Angels et ses partenaires ont réussi à investir 688 000 € dans les sociétés, ce qui est plutôt très bien et encourageant. Et d'ailleurs, je vous encourage à venir nous retrouver pour continuer l'aventure sur 21 avec de nouvelles sociétés. Les perspectives de 2021, donc sur l'année prochaine, c'est toujours d'augmenter l'attractivité de Mer Angels, donc augmenter la mise en relation membres des startups. Et pour ça, donc bien évidemment, on va continuer les séances de pitch, mais on va proposer aussi 2 nouveaux formats. Les formats de délocalisation de pitch qui sont aujourd'hui sur Paris, donc de les décaler vers des zones portuaires pour aller mettre les pieds dans l'eau et non seulement se présenter, et aussi attirer du monde, aussi bien investisseurs que sociétés, dans ces zones-là. Donc ça, c'est plutôt un point qui est sympathique. Aussi de développer les dîners Mer Angels, qui vont être des dîners organisés autour de thèmes, donc start-up entrepreneurs, avec des experts, des thèmes, enfin différentes choses. Donc là-dessus, on pourra vous proposer un agenda aussi bien sur les pitchs délocalisés que sur les dîners.
et bien évidemment, toujours améliorer la visibilité, l'attractivité qui reste le leitmotiv de Mare Angels. Merci Benoît. Nous allons maintenant rentrer un peu plus en profondeur sur justement 3 investissements que nous avons réalisés cette année. Et je vais passer la parole à Benjamin Bréhin pour présenter la société Captain Boat et ce que l'on a fait avec cette société. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Didier et merci Benoît. Je suis très heureux en tant que Business Angels en fait, de pouvoir vous présenter Captain Boat, qui est en fait la première Legal Tech du nautisme. Pourquoi Legal Tech? Puisque Captain Boat en fait une plateforme qui va vérifier la certification d'une part des diplômes des skippers, donc skippers professionnels, et d'autre part va leur permettre aussi d'être assurés dans le cadre de leur activité. En plus de cela, en fait, du coup, elle va faire également un matching entre ces skippers certifiés et d'autre part les particuliers ou les professionnels qui ont des demandes de skippers pour du convoyage, pour du loisir, des vacances, mais aussi du charter. Première Legal Tech, Pierre de Confiance, levée créée en 2019, pardon, première levée fin 2019, quasiment un an jour pour jour, avec 361 000 € investis. Les Business Angels de Mare Angels et d'autres Business Angels et la partie Love Money autour de l'entrepreneur. Deuxième levée de fonds qu'on vient de boucler ce 30 novembre dernier et avec un effet d'entraînement. Je voudrais juste revenir rapidement là-dessus. C'est vraiment l'apport des Business Angels parce que en fait, les Business Angels ont pu apporter 2 choses et c'est vraiment leur ADN. Une partie, c'est la mise en relation. Pour ne parler que de Globe Seller, par exemple, qui était un dossier préalablement financé par les Business Angels en 2010, sur lequel on a pu les mettre en relation avec Captain Boat afin de pouvoir nouer un premier partenariat et d'autres ont suivi, on le voit sur ce slide. L'autre point, c'est la connaissance des mécanismes financiers et des partenaires de l'écosystème du financement de l'innovation, puisque avec Émeric, le fondateur, j'ai beaucoup travaillé, on n'a pas terminé, pour justement compléter cette levée 2020 avec un effet d'entraînement côté de Bpifrance sur du prêt et de la subvention pour ainsi financer toute la partie, entre autres, R&D. Et cette partie R&D, en fait, consiste justement sur les objectifs 2021 de développer donc sous forme d'API, donc c'est-à-dire en fait permettre d'intégrer le module Captain Boat directement auprès des 4 partenaires que vous voyez, Globe Seller, Kiriakouli, Vent Portant et Semboat, directement dans leur propre système. Et c'est en fait, effectivement, Captain Boat sera le système de référence pour la location de bateaux entre particuliers avec skipper, professionnel, certifié et assuré. L'autre objectif aussi, c'est, on parlait de Legal Tech, c'est aussi que Captain Boat devienne, en plus de la Legal Tech, la Social Tech en 2021 du nautisme pour les skippers, afin de pouvoir leur permettre de disposer d'une couverture sociale en bonne et due forme. On va peut-être revenir un petit peu sur le slide suivant, sur justement comment ça fonctionne. Eh bien, c'est très simple. D'un côté, vous avez des skippers qui créent leur profil, renseignent les éléments de leur diplôme. À côté de cela, il y a un algorithme qui permet à Captain Boat de vérifier la véracité des informations et si les diplômes sont toujours en vigueur. Permet également de mettre en place la fameuse assurance dont je vous parlais. De l'autre côté, vous avez des particuliers et des professionnels qui déposent leurs annonces de besoin de skipper avec leur bateau ou pour faire du charter. Et cet algorithme va permettre de matcher eh bien, les disponibilités des skippers et les zones géographiques, et de l'autre, de permettre aux gens qui ont déposé leur annonce de pouvoir être mis en relation avec ces fameux skippers. Et en plus, la plateforme permet également de traiter toute la partie échange monétaire de prestations entre ces 2 parties. D'autre part, Captain Boat est aujourd'hui positionné en Europe sur l'ensemble des mers et océans d'Europe, ce qui permet en fait de pouvoir avoir une zone d'attraction très importante
et de devenir en fait ce fameux leader legal tech du nautisme à ce jour. Et on espère que ce développement continuera et surtout que le contexte actuel sanitaire permettra de débloquer aussi l'activité nautisme et de pouvoir retrouver les océans et les mers pour naviguer. Merci à vous. Tu as ton micro, Didier, qui est coupé. Merci Benjamin. Oui, on a tous envie de retourner sur l'eau pour pouvoir naviguer. La deuxième start-up que l'on souhaite vous présenter, c'est la société Falco et j'introduis Jean-François Thau qui a suivi et qui a été l'instructeur auprès du créateur de cette société pour faire une levée de fonds. Bonjour à tous. J'ai effectivement donc rejoint Mare Angel il y a un peu plus d'un an et c'était mon premier dossier d'instruction. Donc Falco, c'est une deep tech au cœur du marché du port connecté. Alors, d'abord, peut-être quelques mots sur la levée. Il y a beaucoup d'investisseurs autour de ce webinaire. La société donc, a levé plus d'1 million. Elle a été créée en 2019, rencontrée, comme l'a dit Benoît, donc, au Nautique l'année dernière, avec donc, à la fois de l'equity et un certain nombre d'effets de levier, BPI, mais également subvention ILA, puisqu'ils ont été lauréats d'un des majeurs prix d'innovation au long de cette année. L'objectif de cette levée, c'est l'industrialisation de la société, parce que dans un contexte difficile, en plein Covid, où les ports ont été quand même notoirement fermés, en tout cas avec des accès très limités, il est à noter que la société a tenu ses objectifs et a continué à développer et à signer des deals. Le développement commercial en France, mais aussi aux États-Unis, où il y a des enjeux importants vu le nombre de marinas avec donc de la moyenne et de la grande plaisance pour lequel cet œil révolutionnaire qui vous donne des indicateurs à distance sur votre bateau va avoir, nous l'espérons tous, donc des succès importants et continuer bien entendu à développer la plateforme. Alors ce qui est remarquable dans cette levée et qui est importante, c'est que si chacun des réseaux de Business Angel était intimement convaincu à la fois de la qualité de l'équipe et de la technologie, nous avons dans un premier temps, au fait, vu chacun à notre tour, de façon individuelle, ce dossier. C'était en plein Covid, en visioconférence, ce qui n'est pas forcément à l'époque une techno avec lesquelles tout le monde était très à l'aise. Et les résultats, prenant les réseaux un par un, ont été un peu décevants. À partir de ce moment-là, avec mon homologue de Business Angel des grandes écoles et l'aide de France Angel, la fédération qui regroupe l'ensemble des réseaux, nous avons décidé de nous unir et de chasser en meute. Et je crois que c'est, en tout cas sur ce dossier important, industriel, le mot-clé. Et à partir de là, nous avons été capables de réunir dans une visioconférence plus de 20 investisseurs et nous avons bouclé le tour. Donc, vraiment, sur cette première partie, c'est l'effet de meute. Je suis personnellement, à moins de quelques exceptions, convaincu que cette logique de copartenariat, de co-instruction est absolument décisive pour financer correctement des opérations. Et je crois que cette logique de partage et d'ouverture d'esprit de nos réseaux est absolument essentielle. Slide suivant. Donc, quelques mots sur l'entreprise et la techno. Falco, pour une entreprise, encore une fois, très, très récente, c'est une techno basée sur donc un pool d'ingénieurs de l'INRIA, avec notamment des technologies mesh, permettant donc, avec des boîtiers, d'ouvrir véritablement le port à la nouvelle génération des plaisanciers, qui ne consommera en tout cas pas la plaisance comme les précédentes l'ont fait, et pouvoir avoir toute une série d'indicateurs à distance donc, concernant son bateau. Leur site est remarquablement bien fait, vous aurez toutes les informations. Il est à noter qu'ils ont réalisé dès la première année près d'1 demi-million d'euros de chiffre d'affaires avec 6 ports connectés en 2020 et plus de 5000 places comme objectif 2021,
2 millions de chiffre d'affaires, mais encore une fois, 500 000 dès la première année. Et encore une fois, en période Covid, ça montre à quel point les ports sont lucides qu'ils doivent renouveler et enrichir leurs propositions de valeur. Et dès 2021, partir à la conquête des États-Unis. Voilà, donc bon vent Falco, bon vent à l'équipe, bon vent à Elsa. Entreprise start-up dirigée par une femme, à noter. Et pour terminer, je voudrais passer la parole à Vincent Guillenec, qui est parmi nous ce soir, pour 2 raisons. 1, parce qu'il a investi au titre de Mère Angel dans ce dossier, et 2, parce qu'il est l'un des derniers membres parmi les 7 qui nous ont rejoints en 2020 à avoir rejoint Mère Angel. Vincent, bonjour. En quelques mots, pourquoi tu nous as rejoints et peut-être quelques mots également sur ton investissement dans Falco. D'accord. Donc, bonjour à tous. Moi, j'ai rejoint Mère Angel effectivement très récemment, puisque c'est il y a peut-être de ça maintenant 2 ou 3 mois, parce que j'investis dans différentes startups. Donc, j'ai déjà investi pas mal dans la technologie, mais je souhaitais aussi justement pouvoir investir toujours dans la technologie, mais en lien à la mer, qui est un domaine auquel je voulais me rapprocher. Dans la société précédente, d'ailleurs, je voyais au niveau de la course précédemment, j'avais sponsorisé notamment Clarisse Kremer il y a 4 ans. Et c'est mon premier lien, je dirais, avec la voile en tant que sponsor. Elle a fait un peu de chemin depuis maintenant, sur Banque Populaire notamment. Et puis, bref, j'avais cette volonté de pouvoir toucher la mer. Et pour moi, le moyen le plus simple, c'était notamment d'investir dans les startups dans le cadre de la mer, d'où bien sûr ma participation à Mère Angel. Et concernant Falco, un vrai coup de cœur, tu peux nous en dire quelques mots? Oui, tout à fait. Donc, un vrai coup de cœur pour plusieurs raisons. D'une part, parce que c'est vraiment une technologie où je suis relativement familier, puisque c'est de l'IoT en lien au port, avec les ports et en lien avec les bateaux. Quelque chose qui est particulièrement intéressant et dans le cadre, j'ai un peu d'expertise. C'est bien sûr dans du B2B, puisque moi, j'investis surtout dans du B2B. Là, on est bien dans cette logique, même si on touche un peu aussi les navigateurs en B2B2C, mais surtout d'abord les ports, les clients. Et puis, comme tu le disais précédemment, déjà, au niveau de la technologie, quelque chose d'impressionnant, mais en même temps également déjà, d'entrée de jeu, une vraie traction au niveau du marché, puisqu'ils ont effectivement quasiment un demi-million de chiffre d'affaires la première année, ce qui est quand même tout à fait impressionnant pour une jeune société comme Falco est encore le cas. Donc, bonne technologie, un domaine que je connais, un go-to-market qui est effectivement dans lequel je suis relativement familier, où je peux aussi apporter ma pierre à l'édifice, j'espère. Et puis, comme je disais, déjà une vraie démonstration de savoir-faire au niveau commercial, ce qui est quand même bien sûr extrêmement important. Vincent, merci beaucoup. Voilà, à tous et à tous les gens qui nous écoutent. Voilà, typiquement, quelqu'un qui nous a rejoint récemment et qui a su effectivement saisir une très belle opportunité sur ce beau dossier. Je sais qu'Elsa est dans le call et donc je lui tire mon chapeau et lui souhaite bon vent. Didier, ton micro est coupé. Merci Jean-François pour le micro et pour ton intervention. Merci Vincent de ce témoignage. Eh bien, pour la 3e start-up dans laquelle de nombreux membres de Mère Angel ont investi, c'est moi qui vais vous la présenter parce que j'ai eu le plaisir de faire son instruction. Il s'agit de CellCloud. Alors, si on avait déjà la première Legatech, on a la première Sportech de la voile. Donc, CellCloud, l'idée de CellCloud vient d'applications qui existent plutôt dans d'autres sports. Je prends par exemple le vélo. Aujourd'hui, il y a une application Strava qui est vraiment l'application qui donne toutes les informations quand on fait de la bicyclette et du vélo. Donc, CellCloud, sa volonté, c'est de pouvoir offrir aux praticiens, aux coureurs, aux personnes qui pratiquent des activités nautiques, toutes les informations sur leur pratique. C'est-à-dire que la solution fait la collecte, le traitement et la restitution des données pour pouvoir les exploiter après la pratique de la voile. Qu'est-ce qui était important dans cette
dans cette levée de fonds qui est en cours de clôture actuellement, c'est qu'on a pu faire intervenir un partenaire industriel, donc le Telegram, qui a eu des premiers contacts avec CellCloud, a été aussi séduit et on a pu accompagner, puisque un membre de Merangel connaissait très bien la direction du Telegram, pour présenter plus complètement cette société et en donner toutes les capacités et le potentiel à moyen terme, sachant que le Telegram est très investi dans le monde de la voile, puisqu'il possède des courses en propre, entre autres la solitaire du Figaro. Quelles sont les perspectives de CellCloud sur 2021 ? La première, c'est de mettre et de délivrer la version 2 de son application, qui va permettre de pouvoir avoir une cartographie et de pouvoir acheter en direct sur les Apple Store et autres Play Store l'application. Leur objectif, c'est de cibler les 50 premiers clubs, de voile en France, pour constituer vraiment le noyau de base d'utilisateurs, en espérant donc atteindre 12 000 utilisateurs cette première année. Comment ça marche? Donc, l'application, si tu peux mettre le slide suivant. Donc, comment ça marche? C'est très simple. L'intérêt de la solution, c'est qu'il peut collecter des informations à partir de différents émetteurs qui sont à bord. Donc, pour la voile légère, ça peut être des objets connectés comme une montre connectée ou un smartphone, mais sur de la voile au large, on peut utiliser aussi des outils et des solutions de communication comme la VHF et le satellite. La grande puissance de CellCloud, c'est de pouvoir traiter toutes ces datas et les redonner aux navigateurs. Quand en pleine navigation, mais surtout de pouvoir rejouer le match. Donc, c'est de pouvoir revisualiser, de pouvoir analyser l'ensemble de ces éléments de compétition, l'ensemble de ces navigations. Un élément clé dans cette approche, c'est que c'est aussi une solution qui est à la disposition des clubs et qui permet de faire des organisations de régates et d'événements, et donc de devenir, et CellCloud le souhaite, le premier réseau social de la mer. Enfin, pour souhaiter bon vent à CellCloud, on leur souhaite que la Fédération française de voile choisisse CellCloud pour être la solution qui va aider nos équipes pour les Jeux Olympiques 2024 qui se dérouleront à Marseille. Donc, tous les clignotants sont ouverts pour CellCloud. Elle attend aussi que de nombreux praticiens retrouvent la mer. Voilà ce qu'on voulait vous présenter pour ces 3 startups sur lesquelles on a travaillé et investi. Aujourd'hui, on va vous présenter aussi donc la société qui est en levée de fonds, et j'introduis Emmanuel Gouraud, qui est le deal manager de notre club et de notre association, qui est en charge de l'accueil de toutes les sociétés qui souhaitent lever des fonds. Et donc, il va nous présenter GreenSwitch Meridian. Merci Didier. Après mon séjour dans la marine, j'ai rejoint Merangel à sa création et assure le deal flow, et je peux vous assurer un grand nombre de projets, tous passionnants, montrant le dynamisme du secteur. Alors GreenSwitch Meridian, c'est une société de fret fluvial
qui ambitionne de révolutionner la livraison urbaine en utilisant la voie d'eau comme autoroute logistique. Ce projet répond à deux attentes du marché. D'une part, celle des villes de réduire la part du fret routier, très émetteur en CO2, en particules fines, en bruit, en congestion, en accident, mais aussi l'objectif de la grande distribution ou du e-commerce de maîtriser le temps de livraison, le temps de chauffeur et surtout la ponctualité. Alors en centre-ville, la voie d'eau pourrait tripler ou quadrupler facilement ses flux actuels. Pour répondre à ces besoins, Greenwich Meridian a conçu une nouvelle boîte de transport de 20 mètres cubes permettant d'offrir un service route-fleuve-route au même coût que le tout routier. Cette boîte a deux ouvertures transversantes pour pouvoir charger en enfilade, comme à gauche sur le slide, et suffisamment petite pour un petit gabarit fluvial et donc l'accessibilité à de nombreux ports de décharge. Elle peut être manutentionnée par de l'outillage classique et ne nécessite donc pas d'investissement dédié pour la manipulation. Elle est adaptée au transport urbain, soit par la distribution ou pour l'acheminement par petits camions comme sur la droite. Cette solution n'est pas une grosse innovation technique, mais elle permet plus d'une vingtaine d'innovations de processus. Et d'autre part, c'est une solution qui apporte un transport bas carbone, évalué à 30 à 50% de gains RSE d'après le calculateur TKBlue Agency. Et un gain bien supérieur si on passe à un convoi fluvial tout électrique. Voilà, les nombreuses créations de zones à faible émission à Lyon, à Paris, par exemple, montrent la pertinence d'un tel modèle qui reste quand même soumis au nombre de ports en centre-ville qui est limité, et Greenwich Meridian a déjà des accords stratégiques avec le cimentier Cemex, cimentier mexicain, qui est un acteur majeur dans le monde et en France. GSM est dirigé par Marc Bazenet, qui est président du cluster logistique Île-de-France depuis 2012, et Pascal Rottier, qui est un chef d'entreprise du transport fluvial. Et GSM a réalisé de nombreuses études pour des clients depuis déjà plusieurs années, comme Carrefour ou Intermarché, par exemple. Et avec son excellente connaissance d'un marché plutôt traditionnel, GSM œuvre depuis plusieurs années pour repenser la logistique fluviale et urbaine. Le projet dont je vous parle est vraiment l'aboutissement de cette pédagogie apportée depuis plusieurs années. Le marché potentiel couvre la distribution, le e-commerce, le B2B, et pour le fret retour, l'évacuation d'encombrants, de mobilier ou de matériaux de déconstruction. Et au-delà de Paris, le marché européen, et surtout en Europe du Nord, représente une valeur globale d'1 milliard d'euros. L'objectif de GSM est d'atteindre en 2025 Paris et 2 villes européennes pour un chiffre d'affaires de 13 millions d'euros. Alors en pratique, un convoi pilote test a été organisé pour Valdelia récemment. Valdelia, c'est un éco-organisme recyclant du mobilier professionnel. Donc en septembre dernier, et ce convoi pilote a été testé avec les ports de Cemex, justement. Le test a été largement diffusé dans la presse spécialisée et témoigne de la maturité du projet et de l'équipe. Enfin, au point de vue marché, cerise sur le gâteau, GSM répond actuellement à un appel d'offres de IKEA qui rendra sa décision mi-janvier pour un marché de plusieurs millions d'euros sur 5 ans. La signature d'un client comme IKEA permet de gagner 12 à 18 mois sur le business plan qui avait été précédemment exposé lors des réunions Mère Angel. Et ça permettra d'obtenir un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros dès la première année d'exploitation. D'autre part, IKEA souhaite apporter le financement des caisses mobiles et d'une barge. Donc, GSM pourra concentrer ses investissements sur les outils de bruitage et déployer son partenariat portuaire avec Cemex, deux facteurs intéressants d'accélération. Voilà, le besoin global de cette levée de fonds, qui n'est pas encore bouclée, hein, c'est vraiment la levée de fonds du moment, est de 1 million d'euros pour honorer l'appel d'offres IKEA et lancer le premier convoi au 3e trimestre 2021. Cette levée de fonds serait répartie entre 500 000 euros en equity et l'équivalent en subvention BPI ou dette qui sont validées. Cela permettra de financer des équipements initiaux, ceux qui ne sont pas financés par IKEA, donc des grues
électriques ou du palonnier adapté aux standards de la boîte GSM, et puis des engins de traction ou de semi-remorque. Et puis surtout de financer le besoin en fonds de roulement pendant les premiers mois avant que les contrats entrent. À plus long terme, une petite levée de fonds sera probablement nécessaire, là sur la droite, pour gérer la croissance, ouvrir de nouvelles lignes et répondre à de nouveaux clients. Les moyens fluviaux de manutention seront financés soit par le client, comme pour IKEA, ou par la création d'une asset co, afin de ne pas diluer la participation des primo-investisseurs. Voilà, plusieurs business angels sont déjà engagés. Ils apportent 330 000 € sous réserve de la signature du contrat IKEA. Et donc, nous proposons aux membres de Mère Angel et à ceux des autres réseaux TransAngel qui voudraient de rejoindre cet investissement. Pour les membres de Mère Angel, vous pouvez consulter l'ensemble du dossier sur Gust. Et si vous êtes intéressé ou si d'autres membres d'autres réseaux sont intéressés, contactez-moi assez rapidement car cette levée de fonds doit être finalisée très rapidement après la signature du contrat IKEA mi-janvier. Donc, c'est vraiment tout de suite en début d'année. Voilà, j'en ai terminé et je passe la parole à Didier. Merci Emmanuel. Merci Emmanuel de cette présentation. On espère que ton message sera entendu et que l'objectif des 500K sera atteint. Nous allons rentrer maintenant dans le troisième temps de notre soirée anniversaire. Avant de pouvoir laisser la parole à Madame la Ministre, nous allons vous présenter et nous lançons la vidéo de Mère Angel. La France et ses territoires, c'est plus de 19 000 km de côte. Aujourd'hui, l'économie maritime représente plus de 70 milliards de chiffre d'affaires annuel, 3 fois plus que le secteur automobile. L'humanité découvre aujourd'hui que son avenir est en mer et que l'océan fait partie de la solution pour répondre aux enjeux économiques, sociaux, environnementaux. Il me semble que l'un des chaînons manquants pour avancer, c'est l'initiative privée. Investir sur l'océan, ça a du sens et c'est pour ça que j'ai envie de soutenir Mère Angel. Participer à l'éclosion, à l'essor de start-up qui cherchent à se développer dans l'économie maritime, c'est pour nous un projet qui est extrêmement intéressant et dans lequel on considère qu'en ayant un réseau d'investisseurs, nous pouvons apporter une contribution à leur développement. Mère Angel, c'est une idée formidable. Cette originalité qui consiste à ce qu'il n'y ait pas simplement des apports financiers par des investisseurs, mais aussi un réseau d'entrepreneurs qui s'engagent pour favoriser toute cette innovation dont on a besoin pour passer de l'économie d'hier à l'économie d'aujourd'hui. Ça, c'est valable aussi bien pour les secteurs traditionnels qui sont, pour beaucoup d'entre eux, à l'aube d'une ère nouvelle, comme la pêche, la construction navale, les courtiers, les armateurs, le shipping, etc. Mais aussi les activités émergentes. Je pense aux énergies marines renouvelables, je pense aux grands fonds marins dont on ne parle jamais mais qui sont un des défis irréversibles de demain. Je pense à l'aquaculture, je pense aux biotechnologies, où en plus dans notre pays on a des pépites qui n'attendent qu'un peu de moyens pour transformer l'essai. Mère Angels, c'est l'association d'expertise, de conseils, de bienveillance et de réseaux apportés aux entrepreneurs. C'est également l'investissement permettant aux entreprises innovantes de contribuer à créer l'économie maritime de demain. Rejoignez Mère Angels. Je vais peut-être introduire donc Madame Annick Girardin. Donc moi je suis Pierre-Emmanuel Aubert, fondateur de Mère Angels. Et Madame Annick Girardin, vous avez accepté d'être présente à nos côtés pour clôturer cette réunion en téléconférence. Alors je rappelle, Madame Annick Girardin, que vous avez été nommée ministre de la Mer en juillet 2020 dans le cadre d'un ministère transversal, plaçant la mer dans un environnement élargi, développement durable, innovation, territoire d'outre-mer que vous connaissez bien, et puis vous partagez avec nous ce concept de la mer, bien commun de l'humanité, bien commun de tous. Mère Angels est née avec de nombreux parrains, dont le SG Mer, grâce à Eric Banel, à qui vous venez de confier la lourde responsabilité de la pêche récemment. Et je rappelle que nos nombreux partenaires, dont le cluster maritime français, avec Frédéric Moncani, Marie-Noëlle Tinet, Francis Valla,
la Fondation de la mer, sa présidente Sabine Roux-Bézieux, l'amiral Finaz, la Fédération française de voile et son président Nicolas Hénard, le GICAN, avec François Lambert qui a rejoint récemment votre cabinet, la FIN, la Fédération de l'industrie nautique et nautique, Die Mannschaft, de nombreux marins, Sam Davis, Romain Athanasio, qui participe au Vendée Globe, Paul Meillat, Alain Gauthier, Jean-Luc Vandened, Amélie Grassi, Yves Le Blévec tout à l'heure, et puis des marins devenus députés, comme Jimmy Pain, Catherine Chabot. Tous nous ont aidés et nous les remercions, avec une mention particulière à BNP Paribas Banque Privée, qui a été le premier partenaire historique de Mare Angels. Mare Angels, vous l'avez compris, on favorise la croissance de jeunes entreprises en les épaulant et en les mettant en relation avec des investisseurs privés et des fonds. Donc, ma première question va être, les enjeux maritimes qui ont été évoqués par le président Emmanuel Macron, ils sont importants. Et pourquoi la renaissance d'un ministère de la mer aujourd'hui ? Alors bonjour à tous, moi je suis ravie d'être à vos côtés pour clôturer ces travaux. Oui, vous l'avez dit, il y a eu un moment important, je crois, dans l'histoire du retour de ce ministère de la mer. C'est le discours fondateur du président de la République aux Assises de la mer en 2019. C'est là où il parle donc du 21e siècle, de l'ensemble des grands défis que la mer doit relever, que la France doit relever. Il parle effectivement de la question du climat, il parle des flux logistiques, du développement durable à ce moment-là, des énergies. Et puis, il parle aussi biotech, alimentation, enfin bon, l'ensemble des défis liés effectivement à la question maritime. Et il dit plus ou moins d'ailleurs qu'il y aura une voix plus forte française sur tous ces sujets. Et donc, cette voix plus forte, elle termine par la création du ministère de la mer en juillet de cette année. Pourquoi ? Tout simplement parce que pour que la France redevienne une grande puissance maritime, eh bien, il faut qu'elle puisse, sur plusieurs domaines, avoir d'abord une voix forte. Et ça nécessite, moi qui ai une expérience en tant que secrétaire d'État au développement et la francophonie, c'est-à-dire aux affaires étrangères pendant 2 ans et demi, ensuite effectivement à l'outre-mer dans ce quinquennat, une vision de ce que peut être l'international. Et quand on va à l'international parler, eh bien, il faut qu'il y ait un ministre qui s'exprime, même si tous ceux qui s'expriment le font très bien et avec beaucoup d'enthousiasme. Il y a un moment où il faut poser les choses. Et donc ça, c'est extrêmement important pour l'Europe, pour l'international. Et puis, ce qui est extrêmement important aussi pour notre pays, c'est que ce ministère de la mer, eh bien, c'est le ministère de la planification. C'est le ministère des usages et des usagers. Et ça, c'est aussi important et aussi important pour vous tous. Ça veut dire que ce ministère, il va s'impliquer dans la manière dont on développera des grands secteurs ou des filières liées au maritime. Alors, cette renaissance, c'est un ministère plein. Et donc, une voix forte avec 3 axes qui sont interdépendants, l'environnement, la croissance bleue et le rayonnement et la souveraineté. Et moi, ça me va bien. J'ai signé pour la France les 17 objectifs de développement durable aux Nations Unies. C'est bien comme ça et globalement qu'on doit créer ce monde meilleur, plus juste, plus équitable, y compris en mer. Et donc, la mer doit être revue, à mon sens, comme un territoire, parce que la mer a besoin d'être aménagée, la mer a besoin d'être planifiée, organisée effectivement le temps, l'organisation pour ses usages et ses usagers. Et puis, comme la mer, c'est aussi des politiques publiques qui sont élaborées en concertation avec tous les acteurs. Et ce travail interministériel, je l'ai un peu mené pendant 3 ans au ministère des Outre-mer, puisque c'est d'abord une exigence. Et puis la mer, eh bien, c'est aussi le long terme. Et ça, c'est important que nous puissions le faire ensemble. Un exemple, les énergies renouvelables. Eh bien, ces énergies renouvelables, elles nécessitent aujourd'hui que quelqu'un se dise, et j'ai commencé à le faire, qu'il faut qu'on puisse les projeter en 2050 et que dès maintenant, nous puissions travailler sur ces objectifs de 2050. Et alors, dans cette dynamique de plan de relance que vous nous évoquez, et parmi tous les dossiers, est-ce que vous pourriez nous parler sur 2 sur lesquels on peut se focaliser, l'éolien en mer, et puis ce projet de redynamisation et d'amélioration de la compétitivité du pavillon français, le Fontenoy maritime? Alors, il y a effectivement deux sujets importants. Alors, d'abord, vous dire quand même que je suis en ce moment très branchée sur tous les sujets et on ne peut pas ne pas en parler ici, sur tous les sujets qui sont les sujets dits chauds.
Covid, Brexit, cétacés, et puis le plan de relance. Même si le plan de relance c'est pour les 2 ans, on est bien sur de l'actualité, de l'urgence et des moments qui nécessitent aussi une grosse implication de ce ministère. Et bien sûr, il y a sur du court, du moyen et du long terme des sujets qui m'amènent à dire que la compétitivité de la France doit être regardée. Et cette compétitivité et ce travail, il concerne les éoliens en mer, les éoliennes en mer, bien sûr, donc les éoliennes offshore, vous le dites, mais moi, je dis toujours en mer. J'étais secrétaire d'État au développement et à la francophonie, et donc je fais attention à bien utiliser ces mots français. Donc, éolien en mer avec une économie ou une activité économique qui est légitime, qui a un potentiel énorme, j'ai pu le dire, et qui doit être planifié dans le respect des activités des autres. Et donc, ça veut dire effectivement qu'on prenne le temps d'écouter l'ensemble des usages et des usagers, et donc qu'on prenne en compte cet impératif de participation de tous ou d'impact sur les usagers d'une nouvelle activité en mer, et puis regarder aussi l'impact de ce qui a existé. Je prends l'exemple d'une Danemark avec déjà des retours d'expérience que nous pouvons avoir. On a un besoin justement dans ce secteur d'innovation, de développement des co-usages. Pourquoi je dis ça? C'est parce que, par exemple, les éoliennes, eh bien, il y a quelques réticences encore aujourd'hui sur des sujets notamment comme la protection des oiseaux, puisqu'il y a collision avec les oiseaux quand il y a des éoliennes en mer. Quelles sont les innovations qu'on porte? Comment on avance? Et un deuxième sujet, comment on répond à l'aquaculture demain? L'aquaculture, c'est des nouveaux espaces en mer flottante qui vont avoir à la base un demi-stade de foot, voire un stade de foot. Une éolienne flottante, ça va être une tour Eiffel. Est-ce qu'on pense déjà à ce que va être la base? Qu'est-ce qu'on peut y faire? Des plateformes d'avitaillement, de l'aquaculture. Et là, on voit bien qu'on a de l'innovation et qu'on doit se projeter. Et j'ai besoin de vous tous pour travailler sur ces sujets. Et puis, le Fontenoy du maritime, c'est la même chose. C'est comment on organise l'avenir et comment on fait que le pavillon français puisse être plus attrayant. Et pour cela, on a besoin effectivement de traiter sans tabou tous les sujets de l'écosystème, que l'on parle du marin, que l'on parle des navires, que l'on parle des armateurs, des avocats, des banques, des assurances. Tout ce petit monde doit réfléchir ensemble à son évolution pour être encore plus performants, plus efficaces. Ils sont chacun des maillons d'une chaîne qui fait qu'en bout de course, une puissance maritime, c'est des marins, c'est des bateaux, c'est des ports, et c'est toute une chaîne logistique qui a besoin de mieux fonctionner. Et pour cela, eh bien, c'est une première pierre, ce Fontenoy, c'est dire, on va l'appeler la place forte française. Comment on l'a construit ensemble, et c'est ce que je souhaite faire avec bien sûr des objectifs en matière de valeur et en matière d'emploi. Merci beaucoup pour ces éléments. Alors, vous savez que nous, notre ADN, c'est l'entrepreneuriat sur les entreprises, et donc le développement d'entreprises de taille intermédiaire qui portent le développement notamment de cette économie maritime. Et on s'est interrogé sur comment l'État contribue au développement d'entreprises de taille intermédiaire du secteur économique de la mer. Et en réfléchissant, on s'est dit, tiens, si on interrogeait un interlocuteur qui accompagne des entreprises, et je crois que Grégoire Saint-Hilaire, qui est dans l'assistance, pourra peut-être nous donner son point de vue. Donc, il est président du directoire de NextSage, un fonds d'investissement qui nous écoute, qui investit massivement dans des entreprises du secteur de la mer, dans des ports, dans des chantiers. Enfin, il va nous en parler, comme par exemple Fontaine-Pajot, piloté par Claire Fontaine, qui est passé en 50-400 à plus de 1200 salariés et qui est accompagné par Grégoire. Grégoire, est-ce que tu peux répondre à cette interrogation qu'on avait, nous, chez Mer Angels? Bien sûr. D'abord, merci Pierre-Emmanuel, merci Madame la Ministre de cette opportunité. Notre métier, c'est d'accompagner des pépites qui sont dans nos territoires, dans lesquels on investit des tickets entre 4 et 30-40 millions d'euros en capital patience, en fonds propres. Voilà. Et notre vision, c'est que la croissance bleue, c'est un des sous-ensembles majeurs de l'économie positive avec la croissance verte. Et donc, on est sans doute un des plus grands investisseurs autour de la mer. Fontaine-Pajot en est une illustration
absolue, puisque Fountaine Pajot, une entreprise qui est basée à La Rochelle et qui, entre 2015 et 2020, est passée de 49 millions d'euros à 200 millions d'euros, un peu plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière, de 440 personnes, effectivement 1200 personnes, et qui exporte 83% de son chiffre d'affaires dans le monde. Donc, la facette maritime, ce n'est pas juste un concept, c'est aussi une réalité qu'on peut exploiter comme ça. Donc, notre expérience, nous, c'est que, on le sait, hein, historiquement, l'État a toujours eu plus l'habitude de se concentrer soit sur les très grands, soit sur les tout petits. Mais il y a un certain nombre de choses qui ont été faites depuis 3 ans qui, clairement, depuis peut-être un peu plus longtemps pour certains aspects, je pense aux CIR qui ont aidé considérablement. Comment dire, la partie CIR, c'est un point très important sur l'innovation. Il y en a un autre qui est très important, c'est tout ce qui a été mis en place, bien sûr, pendant la crise au travers du PGE. Et il y en a bien entendu d'autres dont on commence à voir l'impact. C'est sur le PER qui va permettre de renforcer l'investissement en fonds propres. Où je pense à une autre chose qui est l'impôt de production, qui permet d'améliorer la performance industrielle et de renforcer la localisation des emplois industriels sur notre territoire. Voilà quelques exemples de choses que l'État a engagées et accélérées depuis 3 ans qui aident. Voilà. Mais est-ce qu'on peut encore faire mieux? La réponse est oui, évidemment. Ce serait avec plaisir qu'on aurait l'occasion de pouvoir échanger à ce sujet-là. Merci beaucoup, Grégoire, parce que c'est concret, hein, tous ces éléments d'appui qu'apporte l'État. Avant la question suivante, Madame Girardin, est-ce que vous avez envie de réagir sur cet appui de l'État vers les entreprises de taille moyenne? Oui, bien sûr, mais j'aurais envie de dire, alors il y aura d'autres questions peut-être sur d'autres types d'entreprises, mais que ce soit sur les tailles moyennes ou le reste, quel est le rôle de l'État pour moi et ce ministère de la mer? D'abord, c'est d'avoir des stratégies. C'est-à-dire que si demain vous avez et vous connaissez la stratégie pavillon français qui sera plus réactif et qui répondra davantage aux besoins que nous avons aujourd'hui, la stratégie port, la stratégie éolienne en mer, etc. Si on positionne nos choix sur du long terme, déjà, ça vous donne effectivement des éléments importants. Je vais prendre effectivement là-dessus un autre sujet qui me tient à cœur et qui montre qu'effectivement, il faut aller ensemble, c'est les fonds marins. On en reparlera peut-être, mais aujourd'hui, on a une connaissance faible, on a besoin d'avoir des pépites qui se développent et qui passent à l'échelle pour aller faire de l'exploration dans les fonds marins que nous ne connaissons pas aujourd'hui. Le portage politique est aussi quelque chose que je peux vous apporter. Je crois que c'est important qu'il existe aussi les règles, ou du moins régler les problèmes du quotidien quand vous êtes ou quand on commence effectivement à avoir besoin d'un soutien. Puis être un accélérateur en mettant effectivement en place des stratégies et une volonté avec des objectifs de changer d'échelle. Je crois que c'est important, au-delà effectivement du R&D comme un moteur de développement, ce qu'on a déjà fait. Vous avez parlé effectivement à la fois des crédits d'impôt recherche, mais on peut parler aussi des PIA qui ont été lancés, des programmes du Corimer qui ont été annoncés et comment on peut avancer sur les sujets industriels de la mer. Je peux aussi vous parler d'autres leviers qui existent, notamment le plan de relance avec les 650 millions d'euros qui vont vers les activités maritimes, même si je pense qu'elles sont encore sous-évaluées. Elles permettent déjà de passer à une autre vitesse, là encore à une autre échelle, et de montrer que c'est là qu'il y a véritablement un avenir. Si les défis du XXIe siècle ils sont là, c'est bien là qu'il y a aussi les opportunités pour nos entreprises, bien entendu les ETI comme les startups et les PME. Oui, merci beaucoup. Vous êtes très très clair sur l'ensemble du champ de ETI à start-up qui était ma question suivante, mais vous avez clairement répondu. Mais par ailleurs, vous le savez, Mer Angels est soutenu par de nombreux marins professionnels. Hein, j'en ai cité quelques-uns tout à l'heure, mais il y en a d'autres, comme ceux qui participent au Vendée Globe, ou ces marins qui partent sur la prochaine transat à partir de France, c'est la Cap Martinique, dont le départ est prévu le 18 avril 2021 de la Trinité-sur-Mer. Qu'est-ce que vous pensez? Que pensez-vous de tous ces marins qui font rayonner la France?
Voilà, je me remets, je me remets en ligne. Oui, ce que je veux dire, parce que je l'ai dit, mais on va parler tout de suite des marins et c'est important. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est que moi, j'ai besoin de vous sur plusieurs éléments. Je vous ai parlé des grands fonds. On va créer une vraie filière, je l'espère. Enfin, c'est ce que je veux porter. Je sais que ça fait 10 ans que certains y travaillent. Eh bien là, on va effectivement donner, y compris d'ailleurs aux marins, des nouvelles perspectives. Mais je voulais pas passer à une autre question sans finir en vous parlant. Je suis désolée, hein, je suis un peu comme ça. C'est ma passion, la mer. Ça coule un peu dans mes veines quand même. Je voulais vous parler d'aquaculture. On parle souvent d'aquaculture. La vraie question, c'est quoi? Et vous allez savoir y répondre. C'est comment demain, on a la possibilité d'apporter à nos populations l'oméga 4 et l'oméga 5, enfin des oméga 4, des oméga 5. C'est ça qui nous intéresse dans le poisson en vrai. C'est pas du poisson pour du poisson, c'est aussi du poisson parce que on a ses besoins humains. Et comment on va le faire avec une pêche qui sera durable, qui fera qu'on aura moins de pêche demain. C'est logique, c'est comme ça, c'est prévu. Qu'est-ce que peut faire l'aquaculture ou qu'est-ce qu'on peut faire dans un autre monde? On va avoir besoin de manger de chair de poisson. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces questions-là? Vous voyez, c'est aussi ça sur lesquels on peut s'associer. Je vais revenir au marin parce que c'est essentiel pour moi, parce que je suis une fille de marin, parce que je suis née au bord de la mer, à Saint-Malo, parce que j'ai vécu à Saint-Pierre-et-Miquelon toute ma vie, et parce que voilà, parce que j'ai de l'eau salée qui coule dans mes veines. Et je crois que ça construit toute mon identité et mon parcours jusqu'à aujourd'hui. Alors, vous dire que moi, j'ai une immense fierté pour ces femmes, pour ces hommes qui accomplissent, qui incarnent à la fois la tradition, hein, les traditions maritimes, solidarité des gens de la mer, c'est quelque chose que l'on porte. Et d'ailleurs, on vient de le voir encore une fois, et je veux redire combien je suis émerveillée devant ce type d'action et toujours très humble à commenter. C'est Kevin Escoffier qui, effectivement, c'est Jean-Luc Lecam qui vient sauver à nouveau Kevin Escoffier. Et je trouve ce genre d'image est extraordinaire et doivent être davantage véhiculées par nous tous. Les navigateurs sont pour moi, et je l'avais déjà dit, et c'est comme ça que je le dis au président de la République, les ambassadeurs de l'excellence française. Voilà, ce sont les ambassadeurs de l'excellence française. Qui forme mieux que la France aujourd'hui? Eh ben, difficilement. Hein. De temps en temps, il faut être fier de ce que l'on fait, de très bien. Les marins français sont recherchés partout. À nous peut-être de faire qu'il y ait encore plus de marins français demain en formant davantage dans nos écoles, puisqu'on est en retard d'un besoin annuel qui doit être à minima de 90 marins par année qu'il faut former davantage, jusqu'à 250. Et si on ouvre un peu nos potentiels, eh bien, vous voyez ce que nous aurons besoin de faire. Et là encore, il faut qu'on forme nos marins avec les exigences d'innovation. Vous savez, j'ai assisté il y a quelques mois à un commandant, pardon, de bord qui a tenu ou a sorti son bateau dans le port de Toulouse, à côté de moi à Paris. Et donc, ce bateau qui est commandé à distance, eh bien, c'est une réalité. Il sera utile dans le golfe de Guinée notamment. Eh bien, comment on fait, comment on avance, comment on forme nos marins encore davantage pour ça, comme d'ailleurs pour les nouvelles propulsions, qu'on parle d'hydrogène, qu'on parle d'éolien. On voit bien qu'on a des vrais sujets. Il faut qu'on soit là sur des réponses. Autour du monde, eh bien sûr, nos marins sont présents. Ce sont les marins professionnels que je viens d'évoquer. Ce sont ceux du vent du globe qui nous font rêver, dont on a besoin, surtout en ce moment avec le Covid. On a besoin de rêver à travers autre chose. Ce sont ceux demain qui vont s'engager dans la Transat Cap Martinique. Et je m'en réjouis, hein, qui va faire Trinité Fort-de-France. Et là, on va voir d'autres marins s'engager. Ce ne sont pas des marins de métier, ce ne sont pas des passionnés non plus qui ont passé pour l'instant des années et des années en mer, mais des gens qui ont envie de ces expériences. Et ça, c'est bien aussi. Hein, je vous le dis, celle qui a eu l'honneur de voir que son territoire reconnaissait le chemin d'Éric Tabarly pour être venu très souvent à Saint-Pierre-et-Miquelon, eh bien, suivant ses trajectoires, mais suivant ceux aussi de monsieur, madame, tout le monde qui a envie de faire quelque chose pour la mer.
Merci beaucoup. Je comprends que la Cap Martinique vous est chère et je comprends parce que c'est la prochaine transat au départ de France qui est donc organisée par l'Union nationale de la course au large et la Société nautique de la Trinité-sur-Mer. Et si c'est possible, on vous accueillera avec grand plaisir au départ pour lancer le coup de canon de cette régate. Et peut-être pour conclure, j'ai une dernière question, c'est le développement de Mare Angels. Eh bien, il doit également s'appuyer sur ce que l'on peut faire ensemble, ce que vous avez commencé à esquisser il y a quelques instants. Quels conseils donnez-vous à l'équipe Mare Angels, ces investisseurs et ces entrepreneurs de la mer qui vous écoutent pour continuer dans cette voie et quel engagement du ministère et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Je crois que vous l'avez compris, c'est-à-dire que l'économie maritime, elle est aujourd'hui en pleine mutation. Et toute économie en pleine mutation eh bien, a son lot d'opportunités. Et ce lot d'opportunités, eh bien, il faut qu'il devienne concret pour servir les intérêts de la France et que vous puissiez vous y impliquer complètement. Alors, l'économie maritime, bien entendu, ça veut dire des questions de transport maritime, on en a parlé tout à l'heure. Le bateau du futur, c'est quoi? Il va être construit où? Et qui va le conduire? Ou le piloter? C'est des vraies questions, comment on y répond ensemble et comment le monde économique y répond. Et comment j'y réponds en matière de réglementation, bientôt, bien sûr, à côté ou de cadre. C'est les énergies marines renouvelables. On a parlé des EMR, mais nous pouvons parler aussi des navires à voile qui vont revenir. Et on voit bien comment aujourd'hui plusieurs entreprises se sont lancées la course à ces navires à voile et je m'en réjouis qu'ils fonctionnent au vent. Donc, et ça, c'est bien qu'on puisse aussi en parler. Et puis, il faut penser à l'ensemble des activités humaines et des risques induits, bien entendu, par ces activités et au dérèglement climatique, c'est-à-dire l'impact de toutes ces activités sur notre écosystème, comment cet impact peut être atténué, comment on peut travailler ensemble sur ces sujets également. Et puis, vous dire que Action de Mare Angels, moi, j'espère que dans par les temps qui vont venir, nous allons gagner le combat de ce Covid-19 et pouvoir bientôt nous voir en vrai. Et pouvoir effectivement travailler sur une programmation ensemble de ce que nous pourrions faire en ayant bien sûr fait en sorte qu'on ait une perception ensemble de ce qui peut être porté et à quel rythme. Et je crois que ça, c'est important. C'est-à-dire, on se donne de la visibilité et vous en avez besoin pour investir, pour vous projeter, pour former et pour être aux côtés de ces… je crois de cette part de rêve aussi qu'apporte la mer. Je vous ai cité les grands fonds tout à l'heure, comment on alimente les populations demain, et notamment à base de produits de la mer ou de ce qu'on a besoin issus de la mer. Comment effectivement on le fait ensemble et comment on le fait en gagnant des marchés nationaux, mais surtout européens et internationaux. Si je prends l'exemple des EMR, heureusement que nous avons eu une filière qui s'est construite, qui a avancé avec notre soutien, mais sans avoir des activités nationales, qu'elle s'est ouverte à un circuit international. Elle peut maintenant, puisque nous sommes enfin prêts, il faut avouer quand on est en retard, enfin prêts, venir pouvoir s'installer effectivement sur nos 3 façades hexagonales françaises. Et je veux leur dire merci parce que leur patience, leur engagement a permis aujourd'hui qu'on soit à la hauteur en France. Écoutez, merci beaucoup. Et parmi les questions et les remarques que je reçois, on parle de soutien de la haute mer sur lequel vous serez également sollicité. Et nous, chez Mare Angels, on est vraiment très touchés par votre présence, par les réponses que vous avez faites à toutes ces questions qui se posent, sur le fait de pouvoir également réfléchir et travailler avec votre équipe. Et donc, on tient à vous remercier, puis on vous donnera rendez-vous sur un prochain événement. Et j'espère que ce sera physiquement qu'on pourra vous accueillir. En tout cas, un grand merci pour votre disponibilité et votre présence avec nous ce soir. Alors peut-être juste pour conclure, vous dire merci
Moi aussi, j'espère donc pouvoir vous accueillir, bien sûr, que mon cabinet est à votre disposition, que la question de la haute mer, bien entendu, est essentielle pour moi. Je rappelle que c'est un bien commun, hein, et que nous devons tous le préserver, que l'exploration est essentielle pour un pays parce que la connaissance permet de faire les bons choix politiques et d'avoir les bonnes stratégies. Il y a bien sûr, et je pense au cluster maritime, des gens qui se sont très investis et qui ont déjà largement travaillé. C'est l'ensemble d'une filière à la fois de recherche et d'exploration qu'il nous faut effectivement soutenir et je serai effectivement à leur côté avec cette exigence de préservation. Merci à beaucoup. tous, à bientôt. Au revoir. Didier, je te cède la parole. Merci beaucoup de cette interview très enrichissante et très informatif de tous nos programmes pour le monde maritime. Pour conclure notre soirée et cet anniversaire des 3 ans de Mare Angel, je vais céder la parole à Monsieur Nicolas Othon, qui est le directeur général de BNP Paribas Banque Privée, et interviewé par notre président Guy Gourevitch, président de France Angel. Guy, je te laisse la parole. Je commence par mettre mon micro. Bravo, voilà. Et merci. Bonjour à tous, merci Didier, merci Nicolas d'être présent avec nous une fois de plus avec Mare Angels. Alors j'ai été véritablement impressionné de ce webinaire qui a montré tous les aspects effectivement de l'activité de Mare Angels et plus généralement d'ailleurs des business angels dans ce secteur comme dans d'autres. Nicolas Othon, et donc merci d'être avec nous. Et eh bien, nous avons aujourd'hui une coopération avec BNP Paribas Banque Privée d'une façon générale sur un certain nombre d'actions que nous menons au niveau de France Angel, je pense en particulier au France Angels Tour, mais tout particulièrement sur le lancement, le soutien indéfectible du partenaire que vous êtes sur ce réseau Mare Angels qui a particulièrement bien réussi cette année. Hein, on l'a vu tout à l'heure avec des investissements considérables qui ont été réalisés cette année malgré la crise. Et ça, c'est tout à fait remarquable de la part de nos business angels qui n'ont pas hésité, hein, malgré l'incertitude de l'avenir, à investir dans des startups technologiques et des startups d'avenir. Bonjour donc Nicolas et merci d'être parmi nous. Je vous cède un petit peu la parole pour que vous nous disiez un petit peu quel est votre point de vue à l'issue de ce webinaire d'abord. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Guy, merci Pierre-Emmanuel, merci Didier. Bonjour à toutes et tous. Je dois dire que pour nous, c'est une grande fierté d'être parmi vous. Ça fait 3 ans, vous êtes en train de fêter votre 3e anniversaire. Et pour nous, ça fait 3 ans qu'on est partenaire de Mare Angels et j'allais dire, on a tout de suite cru dans cette initiative et on est là pour vous réaffirmer notre engagement à vos côtés. Pourquoi ? Parce que d'abord, nous croyons dans l'entrepreneuriat, nous croyons dans les business angels, qui sont un élément indispensable pour l'économie. Nous croyons dans l'économie de la mer et j'espère que nous, en tant que BNP Paribas Banque Privée, nous pourrons être le pont entre investisseurs, entre start-upers, entre business angels et nos clients qui, eux aussi, ont envie d'investir dans l'économie réelle. Et j'allais dire, je tiens particulièrement à saluer l'engagement de toutes les startups qui se lancent, certaines qui ont pu pitcher ce soir, parce que j'ai trouvé que ces pitchs étaient
très haut niveau et en tout cas avec des projets porteurs d'avenir. Et donc bravo à elles pour leur pitch. Merci beaucoup, Nicolas. Effectivement, c'est assez impressionnant. L'originalité des technologies, la nouveauté de ces technologies et l'engagement des business angels aux côtés de ces entreprises. Bon, vous l'avez dit, hein, Nicolas, ça fait 3 ans maintenant que nous avons lancé ce réseau. 3 ans que nous sommes partenaires. Et eh bien aujourd'hui, avec une perspective peut-être de fin de crise, nous l'espérons tous, qu'est-ce qui vous pousse encore aujourd'hui à être à nos côtés, à nous accompagner de cette façon aussi active? En fait, je dirais que on le voit, la crise que l'on vit tous agit à plusieurs niveaux chez nos clients. Et ce qu'on observe comme grande tendance, hein, pour nous qui sommes une banque privée, on est la banque privée par la taille la plus importante. On a 105 milliards d'euros d'actifs. Et en fait, ce qu'on voit, c'est 2 choses principalement. D'abord, une volonté de nos clients d'investir dans l'économie réelle. Et Madame la ministre a parlé du plan de relance. On a pris toute notre part pour avoir des fonds qui sont labellisés Relance, PME et ETI, pour participer, pour orienter l'épargne des Français vers cette relance. La deuxième grande tendance que l'on voit, c'est la volonté de nos clients de donner du sens à leur épargne, c'est-à-dire de savoir où ils investissent. Et c'est toute, j'allais dire, la gamme ISR et ESG qui vient en fait comme le principal levier de croissance que l'on observe chez nous. À titre d'illustration, si je peux vous donner un chiffre, on a capté peu ou prou entre 1 milliard et 1,5 milliard d'euros avec une épargne complètement dirigée vers l'ISR. Et je crois que si la crise a évidemment des côtés terribles, en tout cas, elle agit quand même comme un accélérateur de tendance. Et ça, je crois que c'est positif. Et enfin, dernier point, moi, je voudrais que vous dire que ce qui nous lie, c'est bien sûr la mer. Et j'allais dire, Mare Angels a pris conscience de l'urgence de pouvoir travailler sur la mer pour la protéger. Et je voudrais dire que BNP Paribas, nous aussi, nous avons pris des engagements et des positions fermes en matière de protection des océans en septembre 2020, en dévoilant notre politique en ligne avec les engagements de l'ONU pour préserver nos océans. Et donc, j'allais dire qu'en tant que banque, notre rôle est bien sûr d'accompagner, d'informer nos clients. C'est un combat que l'on va mener ensemble. C'est un combat qui est essentiel pour nous, mais aussi nos prochaines générations. Et en tout cas, combat que Mare Angels entreprend et nous serons à vos côtés. Merci beaucoup. J'ai relevé un élément qui me touche beaucoup et que je considère comme extrêmement important. C'est la volonté de vos clients et la volonté de nos business angels de donner du sens à leurs investissements, c'est-à-dire de donner du sens à leur épargne, à leur mise de fonds. Et ça, Mare Angels, comme un certain nombre de réseaux de France Angels d'une façon générale, est un petit peu là aussi, hein, pour aider l'épargne populaire, l'épargne individuelle, à avoir un sens dans le domaine des nouvelles technologies, mais également un sens dans ce qu'on appelle les projets à impact environnemental, à impact sociétal, à impact de développement. Et ça, c'est extrêmement important. Je crois qu'on est sur la même longueur d'onde, si je peux dire. Tout à fait. Et j'allais dire, en tout cas, nous, on est particulièrement heureux de pouvoir s'inscrire dans cette démarche
Pour nous, BNP Paribas, banque privée, qu'est-ce que nous pouvons apporter à la fois à vous, investisseurs, à vous, start-upers, c'est que je pense qu'on peut dire qu'on intervient à plusieurs niveaux. D'abord, on peut intervenir en tant que conseil en ingénierie patrimoniale pour les entrepreneurs qui ont cédé leur entreprise et qui ont besoin de réinvestir. On peut intervenir aussi pour mettre en relation. Et à côté de nous, mon collègue qui est patron de la ligne entreprise corporate développe beaucoup ses activités d'innovation. Et donc, on travaille main dans la main. Et puis, je pense qu'on peut intervenir aussi pour orienter l'épargne des Français, comme je l'ai exprimé, dans les fonds ISR, dans les fonds PME-PMI, qui d'ailleurs ont reçu les premiers labels du gouvernement Relance. Et puis, en tant que président d'une de nos filiales qui s'appelle Ports en Part, on est là aussi pour accompagner les petites entreprises, les small et mid cap, pour des opérations, pour leurs premières opérations de levée de fonds, après avoir passé un certain niveau de développement et de croissance, pour faire appel public à l'épargne. Donc, c'est ce qu'on appelle des IPO, dans le secteur d'activité d'equity capital market. Et je dois dire que ce qui est positif sur cette fin d'année, c'est que notre petite filiale, elle n'a jamais eu autant de projets sur cette fin d'année. C'est la première, elle a accompagné le premier IPO post-confinement de mars, c'est-à-dire à l'été, donc on a réouvert les marchés. Et dans son book, elle a jamais eu autant d'opérations pour 2021. Et donc ça, je crois que c'est extrêmement positif pour l'économie, pour les PME, et puis j'espère pour l'économie de la mer. Merci beaucoup, Nicolas. Je crois maintenant que nous allons conclure et terminer ce fantastique webinaire. Je voudrais ici remercier au nom de France Angels, Madame la ministre Annick Girardin, bien sûr, de sa présence et de son enthousiasme pour la cause de la mer. Je voudrais également remercier la présence d'un parlementaire, d'un député, Monsieur Pahin, qui est dans notre assistance. Je voudrais remercier, bien sûr, Grégoire Saint-Hilès. Je voudrais remercier Yves Le Blévesque pour le magnifique exposé et les superbes vidéos qui ont été montrées. Et puis, bien sûr, je voudrais remercier toute l'équipe Mer Angels pour cet effort et ce temps non compté pour arriver à des résultats tout à fait étonnants et tout à fait merveilleux cette année, en pleine crise. Ça nous donne un petit air d'optimisme en cette fin d'année dont on a bien besoin. J'espère que la prochaine fois, nous pourrons nous voir physiquement et pouvoir discuter et réseauter, comme on dit, avec plaisir. Merci encore à tout le monde et à toute l'équipe. Merci Guy, à très bientôt. Le dernier message, c'est rejoignez-nous. On vous attend tous comme start-upers ou investisseurs autour de Mer Angel. À très bientôt.